Hi everybody, today's Tuesday, June 9, Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est mardi 9 juin 2026 et notre cher ami, notre frère, le professeur Marandi, est avec nous. Bienvenue à nouveau. Merci Nima. C'est toujours un grand plaisir d'être dans ton émission. Je voudrais commencer par ce qui s'est passé entre l'Iran et les Israéliens. Il y a eu des attaques des deux côtés. L'Iran, l'attaque israélienne à Dahia, c'était un bâtiment vide d'ailleurs. Personne n'a été tué du côté du Hezbollah, mais des civils ont perdu la vie dans cette attaque. Ensuite, il y a eu la réponse iranienne. Honnêtement, je ne pensais pas que l'Iran réagirait de cette façon. Je croyais plutôt que le Yémen allait attaquer Israël, puisque personne n'avait été tué, aucun membre du Hezbollah. Mais finalement, on a vu l'Iran attaquer Israël attaquer l'Iran, puis l'Iran répondre à nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé hier et avant-hier? What has happened yesterday and the day before? As you know, the people in Gaza and the Comme vous le savez, les habitants de Gaza et du Liban n'ont aucun soutien, de nulle part. À Gaza, on a vu et on continue de voir un génocide en cours. L'Égypte ne fait rien. Le gouvernement turc ne fait rien. Les Jordaniens ne font rien. Ces régimes du Golfe Persique, eux non plus, ne font rien. En réalité, au lieu de soutenir la résistance, comme l'a fait l'Iran, ils ont choisi de collaborer avec Trump et d'approuver son cessez-le-feu, un faux cessez-le-feu. Ils sont allés en Égypte, ils ont organisé une grande cérémonie et ils ont célébré Roman Trump, les dirigeants de la région. Et depuis, environ 1 millier, sans doute maintenant plus d'1 millier de Palestiniens à Gaza ont été massacrés. Beaucoup d'enfants ces derniers jours, 1 ou 2 familles brûlées vives. Une famille, j'ai publié une vidéo d'une famille prise dans les flammes, brûlant, une personne encore en train de bouger. C'est catastrophique. Vous ne verrez pas ça dans les médias occidentaux, bien sûr. Et les journalistes occidentaux ne publieront pas ces images, parce que vous savez, ce n'est pas jugé digne d'intérêt. Ce n'est pas, je suppose, une vraie actualité pour eux. Mais au Liban, on voit maintenant la même chose se reproduire que ce qui se passe à Gaza. Et les Israéliens ont déclaré ouvertement qu'ils voulaient créer un autre Gaza. Et bien sûr, les Européens, eux, ne vont pas les sanctionner. Les parlementaires européens ne diront rien. Des parlementaires de différents pays, que ce soit en Europe, au Royaume-Uni, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, personne ne va sanctionner les Israéliens. Personne ne va les punir. En fait, pendant toute cette période, alors que le génocide à Gaza se poursuit et que les attaques génocidaires au Liban continuent aussi, on voit les Iraniens être sanctionnés, et pas seulement par les Américains, mais par tous ces pays liés aux États-Unis. Au Liban, encore une fois, on a vu ce qu'ils faisaient aux habitants du Sud. Le gouvernement libanais, bien sûr, ce sont des collaborateurs des Américains. Le Premier ministre et le Président, ce sont eux qui les ont installés. Ils n'ont pas de soutien populaire. Les Américains ont imposé ces 2 personnes au pouvoir. Et les ambassades occidentales, les ONG, le président libanais, le Premier ministre, en gros, ils empêchent les réfugiés du Sud de se déplacer dans d'autres régions du pays. Et puis les régimes arabes, les Qataris, les Saoudiens, les Émiratis, eux, ils poussent, ils encouragent leurs groupes takfiri, vous savez, les types liés à Daesh, à Al-Qaïda, les courants wahhabites salafistes, à empêcher les réfugiés d'aller dans leur quartier. Donc, on se retrouve avec les partisans de la résistance, qui viennent de tous les milieux, de toutes les religions et de toutes les confessions. Mais bien sûr, majoritairement chiites. Ils sont piégés, ils ne peuvent pas partir, et leurs villes sont délibérément rasées avec le soutien de l'Occident. Et ils n'ont pas le droit de recevoir de l'aide. On bloque l'aide qui vient d'Iran, d'Irak. Le gouvernement libanais essaie donc d'humilier les partisans de la résistance, de les briser, de les mettre à genoux, de les appauvrir. Et franchement, c'est un président absolument malfaisant,
un premier ministre tout aussi malfaisant. Et puis en Syrie, Al-Qaïda bloque les routes d'approvisionnement pour empêcher le Hezbollah de recevoir du matériel. Et ensuite, le régime israélien rase littéralement le pays. Du coup, le dernier endroit où beaucoup de réfugiés pouvaient encore aller, c'était Beyrouth. Et même là, dans certains quartiers de Beyrouth, on ne les laisse pas entrer. Alors ces gens, des citoyens libanais, des familles installées là depuis des générations, bien avant même la création du Liban, présentes depuis des centaines voire des milliers d'années, n'ont plus le droit de circuler librement dans leur propre pays. Donc cette conspiration entre les ambassades occidentales, les ONG occidentales, le gouvernement installé par l'Occident, Al-Qaïda, Daesh et les sionistes pour écraser la résistance, elle était en cours. Et puis les Israéliens ont dit « on va raser Beyrouth ». Ils le disent ouvertement qu'ils vont la raser. Dans le sud de Beyrouth, il y a des centaines de milliers de personnes, pour la plupart des partisans du Hezbollah, de la résistance et des soutiens des Palestiniens. Parce qu'au Liban, il y a une partie de la société liée aux forces libanaises qui déteste les Palestiniens. Ce sont des alliés des forces génocidaires du sionisme. Et bien sûr, quiconque est dans le camp occidental fera ce que l'Occident veut. Donc, vous avez ces gens qui s'opposent à la résistance pour toutes sortes de raisons. Le régime israélien voulait écraser tout ça pour que les réfugiés qui étaient allés à Dahieh ou à Beyrouth soient obligés de partir. Et en plus, le régime israélien avertit les communautés chrétiennes et d'autres groupes qui accueillent des réfugiés pour les pousser à les faire partir. À Tyr, par exemple, ils lancent des avertissements. C'est un peu comme les nazis qui cherchaient les juifs. Ici, les sionistes cherchent les musulmans et préviennent les chrétiens de ne pas les héberger dans les zones où ils le font. Donc, si Beyrouth, ou surtout le sud de Beyrouth, est rasé, on se retrouve avec la moitié du Liban transformé en réfugiés. Et ensuite, le gouvernement n'autorise pas les tentes, ni la nourriture, ni quoi que ce soit envoyé par l'Iran. Ils veulent qu'ils aient faim. L'Iran savait que ce serait une situation terrible, un massacre de gens à travers Beyrouth, des maisons rasées, des personnes dans les rues, des vies détruites. Leur seul crime, c'était de soutenir la cause palestinienne. Ils ont essayé de détourner les forces du régime israélien pendant qu'ils commettaient un génocide. Ils ont fait des sacrifices pour aider à sauver le peuple palestinien. Autrement dit, les partisans de la résistance au Liban sont les personnes les plus dignes de cette planète, les plus honorables. Et ceux qui ont tenté de les écraser sont bien sûr les plus déshonorants, qu'ils soient libanais, syriens ou sionistes. Alors les Iraniens ont dit, les Iraniens ont été contraints de prévenir le régime israélien. Si vous bombardez la Dahieh ou Beyrouth, nous frapperons. Et pendant quelques jours, le régime israélien a reculé. Il y a eu cette conversation téléphonique entre Trump et Netanyahou, où soi-disant, ou peut-être Trump l'aurait averti, attaqué et insulté. Et je pense que c'était important. Je veux dire, Axios est un média très malhonnête, mais le fait qu'ils aient publié ça, pour moi, c'est significatif. Parce que, quelles qu'aient été les intentions de Trump, les gens puissants qui soutiennent Axios, qui sont des sionistes, ont probablement, du moins cette faction-là, ou ce groupe de sionistes au pouvoir aux États-Unis, délibérément humilié Netanyahou. Ce n'était pas une information destinée à montrer des divergences. En réalité, je pense que cela a humilié Netanyahou. Et je crois qu'il y avait sans doute une intention derrière tout ça. Mais en tout cas, pendant quelques jours, le régime israélien s'est abstenu de massacrer des gens à Beyrouth. Ils ont continué à le faire ailleurs dans le pays, et on y reviendra dans un instant. Puis ils ont mené cette frappe, il septembre, et je pense qu'ils ont voulu la réaliser de manière à ce qu'elle ne soit pas trop violente.
2 personnes ordinaires sont mortes, comme vous l'avez justement souligné. Aucun membre du Hezbollah n'a été tué. Ces 2 personnes, j'imagine, se trouvaient dans la rue ou à un étage de l'immeuble. Elles ont été tuées. Ou peut-être qu'elles étaient simplement chez elles et que les Israéliens ont décidé de bombarder ces maisons. Je pense que les Israéliens n'ont pas mené une frappe massive parce qu'ils voulaient éviter que les Iraniens ripostent. En d'autres termes, c'était une sorte d'attaque à la limite, juste assez pour ne pas trop provoquer l'Iran. Et puis, ils auraient recommencé, encore et encore, disons après quelques jours, pour finir par banaliser les massacres au Liban. Franchement, c'est incroyable de voir à quel genre de créatures on a affaire, à quel genre de monstres on parle. Leur mentalité est celle de leur soutien en Occident et dans la région. Mais les Iraniens ont dit non. Et comme on l'a vu, ils ont mené des frappes lourdes, très efficaces. Ensuite, le régime israélien a répliqué, et les Iraniens les ont de nouveau punis. Aucun dégât majeur n'a été signalé en Iran. Mais je pense que, quoi qu'il se soit passé, le simple fait que Trump ait supplié pour que tout cela prenne fin a en soi une vraie signification. Et le fait que Netanyahou ait désobéi à Trump, alors que publiquement il disait qu'il allait arrêter et qu'il se présentait comme celui qui décide, eh bien, je pense que ça a été une humiliation pour Trump. Et ça montre à quel point il est inefficace et incapable, tout comme le rapport précédent avait humilié Netanyahou. Cette fois, c'est Trump qui a été humilié. Bien sûr, Trump l'a cherché, puisqu'il a déclaré publiquement que c'était lui qui décidait. Donc, même si c'était pour la mise en scène, ça reste une humiliation, parce qu'il a montré qu'il était incapable d'imposer sa volonté, alors même qu'il se présente comme le bienfaiteur du régime israélien. C'est de là que viennent tout le pouvoir, l'argent et la richesse. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que les Israéliens ont peur. Trop peur pour... Enfin, ils ont vraiment peur de frapper Daïa ou Beyrouth. Mais maintenant, ils pilonnent d'autres zones du sud du Liban, dans la rage et la colère, et ils tuent de plus en plus de civils. Ils bombardent des maisons, des immeubles, sans se soucier de qui s'y trouve. Et bien sûr, les médias occidentaux restent totalement indifférents, silencieux. Mais je ne pense pas que l'Iran acceptera ça encore longtemps. De toute façon, on est dans une impasse. Le régime israélien a clairement été durement touché au Liban. Il a été humilié et il ne peut pas détruire Beyrouth d'un côté. Et de l'autre, le blocus dans le golfe Persique, qui agit dans les deux sens, continue. Alors voilà, il faut voir comment les choses vont évoluer. Mais quand c'est arrivé, il semble que les Israéliens, d'après ce qu'ils ont rapporté dans leurs médias, ne pensaient pas que l'Iran réagirait. Mais concernant les attaques en cours dans le sud du Liban, quelle serait la réaction de la résistance? Je parle du Yémen, parce qu'hier, on a vu le Yémen envoyer des drones vers Israël. Et puis, il y a eu le chef du Conseil iranien des experts, Sadek Larijani, qui a déclaré que ce ne serait pas Beyrouth, mais le sud du Liban, et aussi Gaza. Et l'Iran agit en ce sens. L'Iran, tout en poursuivant les discussions ou les échanges de messages avec les États-Unis, prend en compte tous ces dossiers. On le sait, parce que, d'un autre côté, les forces du Hamas ont indiqué que l'Iran les avait informés qu'il faisait tout son possible pour inclure la question de Gaza dans les négociations et les discussions en cours avec les États-Unis. Qu'est-ce qu'on sait à ce sujet? Eh bien, dès le tout début, Gaza faisait partie des négociations. Les Iraniens ont dit qu'il devait y avoir un cessez-le-feu et une fin de la guerre sur tous les fronts, surtout au Liban. S'ils ont insisté sur le Liban, c'est parce que les massacres qui s'y déroulaient rappelaient les jours les plus sombres de Gaza. Chaque jour, des dizaines de civils libanais étaient tués.
Et pendant que les médias occidentaux, ainsi que les journalistes basés à Beyrouth ou en Occident, affirmaient qu'Israël bombardait des positions du Hezbollah, nous, sur les réseaux sociaux, on voyait des images d'enfants morts, de familles entières tuées, de gens qu'on sortait des décombres au Liban. Ce n'était pas quelque chose que les médias occidentaux allaient nous montrer. Et je pense qu'à ce stade, tout le monde devrait comprendre que les médias occidentaux, franchement, ça ne vaut même plus la peine de les suivre. Ni eux, ni leurs journalistes. C'est de la presse d'entreprise, de la presse de régime. Mais plus récemment, les Iraniens ont été plus explicites en mentionnant Gaza. Ils ont donc choisi le nom du Liban à cause de l'ampleur du massacre qui s'y est produit. Mais ces dernières semaines, on a vu une recrudescence des tueries à Gaza. Chaque jour, plusieurs personnes, y compris des enfants, sont massacrées. Comme je l'ai dit, j'ai partagé une publication, une vidéo montrant une famille brûlée vive, et ça n'a même pas suscité de réaction en Occident. Franchement, ces journalistes manquent totalement d'humanité. Ils sont devenus... Je ne sais pas, qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens, avec ces politiciens occidentaux? On dirait qu'ils sont sous une sorte d'emprise. C'est incroyable. Je n'arrive pas à comprendre une telle indifférence envers les habitants de Gaza, de la Palestine et du Liban. Et il y a quelques jours, ils ont tiré une balle dans la tête d'un bébé de 7 mois en Cisjordanie. J'ai vu plusieurs médias occidentaux essayer de justifier ce meurtre, surtout sur X, là où on voit parfois des infos particulièrement atroces. Alors, avec le nombre croissant de personnes massacrées chaque jour à Gaza, les Iraniens ont mis davantage l'accent sur le soutien ou sur la nécessité de mettre fin à ce carnage à Gaza. Mais le problème à Gaza est un peu différent de celui du Liban, parce que le Hamas est sous pression. Tous ces régimes arabes, la Turquie et d'autres, sont allés au spectacle de singes de Trump, à son cirque en Égypte. Et ils ont mis leur tampon d'approbation sur ce cessez-le-feu unilatéral et factice. Du coup, à la table des négociations, c'est très difficile pour les Iraniens de faire grand-chose pour Gaza, parce que les Américains disent « on a déjà un cessez-le-feu ». Et tout le monde, Erdogan, Abdallah en Jordanie, Sisi et tous les régimes du Golfe Persique. Enfin, vous voyez, même le Premier ministre pakistanais, je crois, était là. Ils ont tous donné leur aval à cet accord. Alors, je ne sais pas jusqu'où les Iraniens peuvent aller, mais ils ont dit à Hamas qu'ils insistent pour que Gaza, soit bien inclus dans ce cessez-le-feu. Quelle est la situation dans le Golfe Persique? Donald Trump a dit que le blocus est toujours en place et l'Iran affirme que ce blocus ne peut pas continuer. Et si les États-Unis agissent vraiment de manière honnête, il ne s'agit pas seulement du blocus, mais aussi de la question des avoirs iraniens gelés. Et là, on reçoit des signaux contradictoires venant de la région. D'un côté, les Pakistanais disent que tout va bien, que les négociations avancent, que tout devient plus positif. De l'autre, on voit ces confrontations entre l'Iran et les États-Unis, entre l'Iran et Israël. Et hier soir, on a entendu le vice-président des États-Unis dire que peut-être, d'après ses propos, les objectifs américains ne sont pas les mêmes que ceux d'Israël en ce moment précis. Alors, quelle est l'évaluation du côté iranien? Et jusqu'à quel point les États-Unis sont-ils vraiment sérieux dans ces négociations, ces discussions, ou ces échanges, peu importe comment on les appelle? Eh bien, vous savez, je pense qu'il est évident qu'une personne comme la vice-présidente des États-Unis parlerait de cette façon. Et on voit de plus en plus de fuites à propos de Trump et de Netanyahou, ou encore quand Trump dit que si vous continuez comme ça, vous serez livrés à vous-même. En partie, je pense qu'il ne faut pas prendre tout ça trop au sérieux. Mais en même temps, même si on considère que c'est surtout pour la forme, je crois que ça montre que le régime à Washington
comprend que l'opinion publique américaine n'est pas contente et que c'est en train de devenir un vrai sujet. Du coup, ils doivent donner l'impression qu'ils ont leur propre marge de manœuvre, leur propre processus de décision. Parce que partout dans le monde, et même aux États-Unis, de plus en plus de gens commencent à reconnaître que les sionistes sont aux commandes, qu'ils ont l'avantage. On voit en ce moment comment l'armée israélienne, accusée de génocide, se mêle à l'armée américaine. On voit aussi qu'à mesure que ce génocide avance, le régime israélien s'affaiblit et que l'oligarchie sioniste, s'empare de tous les médias aux États-Unis, ainsi que des moyens de contrôle et de l'intelligence artificielle. Les gens voient bien qu'ils prennent le contrôle et ils perçoivent de plus en plus leurs dirigeants comme des agents du sionisme. Alors ces dirigeants doivent essayer de montrer au public que non, ils prennent leurs propres décisions, qu'ils ne sont pas sous leur contrôle. Mais je pense qu'au fond, ce n'est pas un bon signe pour le régime israélien, ni pour les sionistes. Le simple fait qu'ils soient obligés de faire ce genre de déclaration, qu'elles soient purement symboliques ou qu'il y ait un fond réel derrière, montre que les choses sont en train de changer, aux États-Unis comme ailleurs dans le monde. Donc même si c'est juste pour la forme, ce n'est pas bon signe. C'est un peu comme les déclarations de Trump à propos de Netanyahou. Même si c'est pour la façade, ce n'est pas bon signe pour Netanyahou, ni pour ses alliés, ni pour le régime israélien, quand Trump dit que tout le monde déteste Israël ou que tout le monde déteste Netanyahou. Ce n'est pas bon signe, quelle que soit l'intention derrière. Voilà, c'est un premier point. Donc, il est encore trop tôt pour dire quoi que ce soit, pour prendre tout ça au sérieux, que ce soit ce que dit Vance ou ce que dit Trump. Sur le terrain, ils travaillent ensemble. Le régime israélien, ses avions sont ravitaillés par des avions américains basés dans ces pays du Golfe Persique, leurs installations radars en Turquie et les avions AWACS en Turquie les aident. Des avions américains, des avions de l'OTAN. Donc rien n'a changé. Les Américains et leurs alliés régionaux collaborent. Ils soutiennent le régime israélien. Ils aident à intercepter les missiles iraniens, ou du moins, ils essayent de le faire. Les Jordaniens, eux aussi, tentent de bloquer les missiles et les drones iraniens pour le compte du régime israélien. Et comme je l'ai dit, les installations radars en Turquie sont bien utilisées. Les Américains utilisent leurs moyens dans toute la région, leur système de missiles solaires et leurs forces aériennes pour aider Netanyahou. Il n'y a aucun doute là-dessus. Sur le terrain, rien n'a vraiment changé pour l'instant, et je ne pense pas qu'il faille s'attendre à un changement dans un avenir proche. Mais les choses évoluent. Le fait que Netanyahou ait dû renoncer à attaquer Beyrouth, pour moi, ça montre la force de l'Iran. Ça montre aussi la force du Hezbollah et de la résistance. Et puis ça montre la puissance et l'importance du Yémen, ainsi que le potentiel qu'il a pour infliger de sérieux dommages aux économies occidentales à cause de leur soutien au génocide, ou plutôt aux multiples génocides. Et bien sûr, le fait que Trump ait voulu à tout prix éviter une nouvelle guerre montre qu'il est en difficulté et qu'il ne veut pas de cette guerre. S'il l'avait vraiment voulu, il aurait pu simplement se joindre à l'offensive et commencer à attaquer l'Iran. Il a déjà déployé dans la région tout un ensemble de moyens militaires, d'énormes quantités de munitions, des avions de chasse, des troupes au sol, tout ce qu'il faut pour frapper les îles iraniennes, le territoire iranien, et mener des opérations en profondeur à l'intérieur du pays. Donc oui, il a bien rassemblé tous ses moyens, mais le fait qu'il ait insisté autant pour qu'il ne se passe rien, pour que la guerre s'arrête ou ne commence pas, montre à mon avis que tout ne va pas bien aux États-Unis.
Je pense que l'un des principaux résultats de cette guerre, c'est cette nouvelle équation dont tout le monde parle en Israël. Ils disent « Nous n'acceptons pas cette nouvelle équation que l'Iran essaye de nous imposer ». En clair, cela veut dire que l'axe de la résistance riposterait à chaque fois qu'ils attaquent. Par exemple, l'Iran a déclaré que si Israël attaquait Beyrouth ou la partie sud de Daïa, il répondrait. Et en ce moment, il parle du sud du Liban. Si Israël attaque, l'axe de la résistance réagirait. Ils ne veulent pas de ça, à cause de ce qui s'est passé. Regardez l'histoire, professeur Marandi. Regardez ce qu'ils ont fait à Gaza, à la Cisjordanie. Regardez la Cisjordanie aujourd'hui. Il n'y a plus vraiment de Cisjordanie, parce que les colons ont pris toutes les terres. Et maintenant, ils parlent de 70% de Gaza. Netanyahou, Benjamin Netanyahou, parle de 70% de Gaza. Et beaucoup de Nice de Seke. C'est un peu comme un cessez-le-feu. En fait, c'est le cessez-le-feu version Trump. Exactement. Je pense que c'est ça. Et on ne voit aucun de ces pays qui sont allés en Égypte pour la cérémonie. Aucun d'entre eux ne s'indigne de tout ça. Et c'est là, à mon avis, que la différence se fait. Si l'axe de la résistance décide de répondre à Israël, peu importe. Les États-Unis ne peuvent pas rester éternellement dans la région, selon moi, parce qu'ils avaient des bases pour y être. Mais ces bases ne sont plus là, comme avant le début de cette guerre. Et je ne sais pas à quel point les États-Unis sont capables, ou même disposés, à revenir sur ces bases. Parce que si quelque chose se reproduit entre les deux camps, c'est-à-dire entre l'Iran et Israël, l'Iran va de nouveau attaquer et détruire encore et encore les radars et tout ce qu'ils installent dans les pays du Golfe. C'est la nouvelle équation dans la région. Alors les États-Unis doivent se dire, je ne sais pas, à Diego Garcia en Grèce, en Jordanie, en Israël, ils vont de nouveau être frappés par des missiles iraniens, encore et encore. Alors, quelle est l'évaluation du côté iranien quand il s'agit d'Israël? Israël ne veut pas de ça, parce qu'ils veulent faire la même chose qu'ils ont faite en Cisjordanie et à Gaza, au Liban en ce moment, en Syrie aussi. Et c'est là que l'axe de la résistance dit non, vous n'irez pas aussi loin. Tout a changé à cause de cette guerre. Je pense que le régime israélien veut clairement que les Américains restent dans la région, parce que ça lui offre une ligne de défense avancée. Mais ce qui s'est passé, c'est que les bases américaines autour de l'Iran ne sont plus viables. Et puis, les économies arabes du Golfe Persique, qui investissent leur argent en Occident, sont des sociétés de consommation. Leurs régimes sont très corrompus. Ils achètent d'énormes quantités d'armes américaines qu'ils ne savent absolument pas utiliser, comme on l'a vu pendant cette guerre. Et tout l'argent qu'il leur reste, s'il n'est pas dépensé pour des biens venus de l'Ouest, de la Chine ou d'ailleurs, part dans les actions, les obligations ou les investissements aux États-Unis, ce qui renforce encore le pouvoir américain. Le pétrodollar, bien sûr, tout le monde connaît ça. Alors, l'affaiblissement de ces régimes du Golfe Persique, à cause de la guerre d'agression israélo-américaine, ou plutôt de la guerre d'agression menée par Israël et les États-Unis contre l'Iran, cet affaiblissement est très nuisible pour les États-Unis et par extension, il l'est aussi pour le régime israélien. Parce que quand les États-Unis sont affaiblis, le régime israélien l'est aussi. Israël, contrairement à l'image que certains essayent d'en donner, est un régime très faible et très vulnérable. Il ne survit que grâce à un soutien occidental massif, un soutien militaire bien sûr, mais aussi financier. Et ce n'est pas seulement une aide directe, c'est aussi l'oligarchie qui investit en Israël. Alors, l'oligarchie aux États-Unis, elle bénéficie d'un traitement de faveur et elle investit dans le régime israélien. Les sommes d'argent qui vont à ce régime sont énormes. Sans cet argent, il ne pourrait même pas se maintenir.
encore moins mener toutes ces guerres. Donc, plus les États-Unis s'affaiblissent, plus les Européens s'affaiblissent, plus le régime allemand s'affaiblit. Même s'il est très impopulaire et qu'il se montre très violent envers les pro-palestiniens, comme on le voit dans la rue et lors des manifestations. Plus ces régimes deviennent faibles, plus le régime israélien l'est aussi. Israël n'est pas un pays souverain et puissant, indépendant. Contrairement à l'Iran, l'Iran, lui, est sous sanctions et il a subi 3 guerres. Les attentats terroristes sont menés par des agences de renseignement occidentales, et ainsi de suite. Des révolutions de couleur ont été tentées. Tout cela se passe en Iran. Mais l'Iran tient bon. L'Iran reste fort parce que c'est un pays souverain et indépendant. Le régime israélien, lui, est une colonie. Vous savez, le vrai nom du Premier ministre n'est pas Netanyahou, il a changé de nom, il est polonais. Le président, lui, est européen. Les ministres du gouvernement, eux aussi, viennent tous de l'étranger. Presque personne, à aucun niveau, ne vient de cette région du monde, de la Palestine. Ils sont venus d'Europe, du Maroc, d'Irak ou des zones kurdes du nord de l'Irak. Ils ne sont pas originaires de cette terre. C'est donc un régime très vulnérable. Il n'est pas puissant. Sa population n'est pas nombreuse, mais il est fortement, très fortement soutenu, vous savez, par l'Occident, qui y investit énormément et le soutient massivement. Et les médias, bien sûr, font tout ce qu'ils peuvent pour renforcer cette idée. Donc, à partir de là, il faut accepter que si les États-Unis se retirent de la région, ou s'ils s'affaiblissent, ou si leurs alliés et leurs relais s'affaiblissent, ce qui affaiblit aussi les États-Unis et leurs alliés occidentaux, cela affaiblit le régime israélien. Et la raison pour laquelle les Israéliens ont été forcés d'arrêter de bombarder le Liban, c'est que la situation dans la région aujourd'hui n'est plus la même qu'il y a 3 ans. L'axe de la résistance est maintenant plus fort. Il a l'avantage, il a montré sa puissance. Au Yémen, en mer Rouge, en Iran, bien sûr, sur le champ de bataille, en Irak et au Liban avec le Hezbollah dont on disait tant de fois qu'il avait été vaincu. On en a parlé et j'ai dit que c'était absurde. Le Hezbollah, même encerclé par le sionisme, le wahhabisme et les relais occidentaux à Beyrouth, ainsi que par la communauté de ses partisans au Liban, inflige de lourdes pertes aux forces armées du régime israélien. Et chaque fois qu'ils perdent sur le champ de bataille, le régime israélien bombarde leurs maisons. Quand l'Iran les humilie en les frappant pour empêcher la destruction de Beyrouth, pris de rage, ils recommencent à massacrer des familles au Liban. Mais sur le terrain, le Hezbollah garde l'avantage, malgré l'encerclement, malgré l'hostilité du Premier ministre et du président installé au Liban, et tout le reste. La situation aujourd'hui est donc très différente d'avant. Le régime israélien est bien plus faible qu'il ne l'était, et bien sûr, il est détesté dans le monde entier. On dirait que les États-Unis reviennent à la même politique qu'avant le début de cette guerre, ou plutôt avant le début de la deuxième phase de la guerre. Je veux dire, hier, je ne sais pas si vous avez vu le reportage de Fox News. Il disait qu'il y avait d'énormes manifestations d'étudiants en Iran, qu'ils voulaient en faire un sujet majeur. Il montrait la carte du pays, chaque ville, chaque province, en disant que les étudiants sortaient dans la rue. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent avec ce genre de machine de propagande qu'ils mettent en place? Est-ce qu'ils essaient de provoquer des troubles en Iran? Oh, je suis sûr que tout ça, c'est n'importe quoi. Il ne se passe rien en Iran. L'Iran est complètement normal. Les seules manifestations qu'on voit dans les rues, ce sont les protestations contre Israël et contre Trump, qu'on voit chaque soir. Les gens continuent de descendre dans la rue et ça fait bien plus de 3 mois maintenant. D'après les sondages, plus de la moitié des Iraniens ont participé au moins une fois à ces manifestations contre les États-Unis et contre ce régime pendant cette période.
C'est un chiffre énorme. Ça veut dire que, je sais pas, enfin, on parle d'une population d'environ 90 millions de personnes. Donc oui, je pense que, sans aucun doute, ils vont tout essayer. Ils vont tenter de provoquer des troubles, comme ils l'ont fait en janvier. Ils ont fait entrer beaucoup d'armes en Iran. Les services de renseignement iraniens ont dit que beaucoup de gens avaient été arrêtés. Mais malgré ça, ils continuent à faire passer des armes. Donc c'est sûr qu'à un moment, ils essaieront de déclencher quelque chose, des troubles liés à la situation économique, au blocus et à la guerre. L'économie, évidemment, est plus difficile qu'avant. Alors oui, s'ils le pouvaient, ils essaieraient sûrement de provoquer des troubles. C'est certain. Et puis, en même temps, ils utiliseraient leurs terroristes pour tenter une insurrection armée, s'ils le pouvaient. Mais ça échouerait. Cette époque est révolue, clairement. Cela dit, ils feront tout ce qu'ils peuvent. Mais pour l'instant, non, il n'y a aucun signe de tout ça. J'étais avec l'équipe de Channel 4 News, du Royaume-Uni, à Téhéran. Je crois qu'ils repartent aujourd'hui. J'ai participé brièvement à leur émission hier soir et le journaliste me disait qu'à Téhéran, les gens en ont assez de la guerre. J'ai dit « Ah bon ?» Il m'a répondu « Oui ». J'ai demandé « Les gens vous disent ça ?» Il a dit « Oui ». Et j'ai répondu « Vraiment ?» Je pensais que les gens étaient terrorisés ou que le gouvernement les abattait. Donc, manifestement, les Iraniens peuvent parler. Je veux dire, en Occident, on crée cette image de l'Iran où les gens n'auraient aucun droit, où ils vivraient dans la peur, et où le régime, comme ils aiment l'appeler, tirerait sur la population, avec des dizaines de milliers de morts, et toutes ces histoires absurdes. Et pourtant, le journaliste se promène tout seul dans Téhéran, il parle aux gens, et les gens expriment leur frustration. Donc clairement, ce récit ne tient pas du tout. Mais le problème, c'est que même quand ils voient la réalité, même quand ils la voient de leurs propres yeux, leur mentalité ne change pas. Une fois rentrés chez eux, ils continuent à dire que c'est un régime despotique. Alors que, par exemple, en Arabie Saoudite, on ne peut même pas critiquer le gouvernement. On ne peut pas faire ça aux Émirats. On ne peut pas faire ça dans ces régimes arabes, tous alliés aux États-Unis. Et bien sûr, en Allemagne et en Europe, on ne peut pas soutenir les Palestiniens, comme on le voit en ce moment. Au Royaume-Uni, on peut même aller en prison pour ça. Des survivants de l'Holocauste, âgés, qui brandissent des pancartes contre le génocide, peuvent être emprisonnés au Royaume-Uni. Donc, le récit ne changera pas. C'est facile, pour Trump ou pour Fox News, de faire croire ces absurdités à leurs téléspectateurs. Et à l'avenir, ils essaieront peut-être de provoquer des troubles à travers les sanctions, le blocus, les groupes qu'ils financent, leurs terroristes. Mais ça ne changera rien. Rien ne changera. On sait que l'Iran frappe des cibles au Kurdistan irakien. Qu'est-ce qui inquiète dans cette région? Est-ce que les États-Unis envoient plus d'armes? Est-ce qu'ils essaient de faire quelque chose à cette frontière? Est-ce pour ça que l'Iran attaque, qu'il bombarde là-bas, qu'il détruit littéralement tout au Kurdistan irakien? Qu'est-ce que c'est, au juste? Eh bien, ils frappent des bases et ces bases sont tolérées par le gouvernement kurde local dans le nord de l'Irak. Le gouvernement kurde du nord de l'Irak est un allié du régime israélien et des États-Unis. Et les Israéliens, comme les Américains d'ailleurs, ont une présence massive dans le nord de l'Irak. Donc les Américains, le régime israélien, les Britanniques, les Français, tous collaborent avec ces organisations terroristes contre l'Iran. C'est pour ça que les Iraniens les frappent, parce qu'ils savent que Trump les a mobilisés en vue d'une attaque potentielle contre l'Iran. Apparemment, il y aurait environ 5000 de ces terroristes. Et on observe la même chose au Sistan et Baloutchistan, à la frontière avec le Pakistan. Les États-Unis, les Israéliens et leurs alliés financent les Takfiris.
Their allies, they're funding the Takfiris. So the Takfiris and the Donc, les separatists Takfiris are all et les séparatistes collaborating with collaborent the tous avec les sionistes. and Et je crois I que think it c'était was hier, yesterday ou peut-être or avant-hier, the day qu'il y a before eu une the grande drone opération operation au Sistan et Baloutchistan. Je Je pense qu'ils ont tué 5 de ces terroristes, répartis dans 4 cellules différentes, et qu'ils en ont capturé 19 autres. Ils s'apprêtaient à mener des attentats suicides et d'autres assassinats, et ainsi de suite. Ils opèrent donc à l'intérieur du Pakistan, avec ces groupes terroristes, mais aussi dans le nord de l'Irak, là où le gouvernement central n'a pas vraiment de contrôle. Et bien sûr, au Pakistan non plus, le gouvernement central n'a pas beaucoup d'autorité dans ces régions. Et c'est comme ça qu'ils font entrer des armes, qu'ils font passer des fusils. C'est comme ça qu'en janvier, ils ont tué des centaines de policiers. Ils ont envoyé un grand nombre d'armes et ils avaient leurs propres hommes sur le terrain pour organiser ce semi-coup d'État. Mais ça a échoué, et je n'ai aucun doute que ça échouera encore s'ils tentent quelque chose. Les Iraniens, eux, frappent sans arrêt ces groupes pour les déséquilibrer et les affaiblir. L'idée, c'est que si un jour une nouvelle guerre éclate, parce que le plan, c'est que les Américains attaquent les îles iraniennes, le continent, et mènent des opérations en profondeur à l'intérieur du pays, avec des frappes aériennes sur tout le territoire. Alors ces groupes, dans le nord de l'Irak et au Sistan-Baloutchistan, depuis les frontières irakiennes et pakistanaises, lanceraient tous une offensive contre l'Iran en même temps. Et à ce moment-là, leurs collaborateurs à l'intérieur du pays, ceux qu'ils repèrent, qu'ils financent et qu'ils organisent via les réseaux sociaux, se joindraient à eux. Le Bitcoin et d'autres moyens serviraient, selon eux, à organiser des assassinats terroristes, des attentats, et à descendre dans la rue pour tenter de déstabiliser l'Iran de l'intérieur. Voilà le plan. En cas d'attaque, toutes ces forces avanceraient en même temps contre le pays. Les Takfiris, les séparatistes kurdes et les terroristes qu'ils forment et entretiennent à l'intérieur du pays. C'est en gros le plan. Sur les deux fronts, l'un se trouve au Kurdistan irakien et l'autre, comme vous l'avez mentionné, au Baloutchistan, qui est lié au Pakistan. Est-ce qu'il existe une forme de coopération entre l'Iran et le Pakistan ou entre l'Iran et la Turquie? On sait que la Turquie est très concernée par la question du Kurdistan irakien et par les mouvements kurdes. Alors, y a-t-il une coopération? Que sait-on exactement de la collaboration entre l'Iran et ces deux gouvernements qui s'opposent à ce type d'activité terroriste menée par ces groupes? Il y a bien une coopération, mais elle n'est pas aussi étendue qu'elle devrait l'être parce que la Turquie fait partie de l'OTAN et c'est un allié de Trump. Donc, Erdogan ne s'opposera jamais à Trump. Et c'est pareil pour le gouvernement pakistanais. C'est donc une situation compliquée. L'Iran, lui, est autonome. Ce n'est pas comme s'il y avait une grande collaboration. Le Pakistan, bien sûr, a un contrôle limité sur ses frontières, notamment dans la zone frontalière avec l'Iran. Et puis le Pakistan, à cause de ses mauvaises relations avec les talibans, entretient aussi des relations désastreuses avec l'Inde. C'est un pays pauvre, dans l'ensemble, donc ses infrastructures frontalières et sa sécurité près de l'Iran sont insuffisantes. Et la Turquie, qui fait partie de l'OTAN, eh bien, après tout, la Turquie continue aussi de transporter du pétrole vers Netanyahou, du pétrole venant de Bakou. Donc, c'est compliqué, mais il y a une forme de coopération. Seulement, il y a toujours une limite. Je veux dire, il y a aussi une coopération avec le gouvernement kurde dans le nord de l'Irak, mais en même temps, il y a aussi une coopération entre eux et les Israéliens. Donc, vous voyez, c'est complexe.
C'est trop compliqué. Mais en ce qui concerne le Liban, professeur, beaucoup de gens veulent savoir si les actes de résistance sont vraiment déterminés à obtenir le retrait total des forces israéliennes du Liban. Absolutely. Absolument, parce que si un accord doit être conclu, ça en fera forcément partie. Il n'y a aucune chance, pas même 0,01%, que l'Iran sépare le dossier libanais ou le dossier palestinien, surtout le dossier libanais. Comme je l'ai dit à Gaza, il y a un cessez-le-feu soutenu par Erdogan, Abdallah, Sisi et tous les autres. Mais bon, c'est une autre histoire, tragique d'ailleurs. En tout cas, il n'y a pas la moindre chance que les Iraniens signent un accord avec les États-Unis et laissent le régime israélien frapper le Liban ou l'occuper. Il faut revenir à la situation d'avant cette guerre. Oui, parce qu'il y a en fait deux situations liées entre elles. On sait que le Hezbollah a commencé à attaquer Israël à cause de Gaza, à cause des attaques sur Gaza. Ils ont commencé à frapper le nord d'Israël. Ils ont dit qu'ils devaient évacuer leurs maisons. À ce moment-là, on avait une sorte d'occupation du sud du Liban qui a duré très très longtemps par les Israéliens. Et la question c'est est-ce que ça va continuer? Tant que les Israéliens restent dans le sud du Liban, ils ne laisseront personne revenir. Non, ils doivent partir. No, they have to go. Le Hezbollah est entré dans le combat en essayant de détourner des troupes israéliennes de Gaza, parce qu'on a vu, enfin, les médias occidentaux cachaient tout ça. Ils étaient occupés à mentir sur des bébés décapités, sur des histoires de viols de femmes et tout le reste, juste pour donner au régime israélien l'occasion de mener son génocide. Ils voulaient leur offrir une couverture pour effacer le peuple palestinien. On a vu l'intention de génocide. On a entendu les déclarations disant qu'il n'y a pas d'innocents à Gaza. Ils le disaient dès le début. Tout est là. Et pour ceux qui veulent simplement vérifier, il suffit d'aller lire la plainte déposée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice. C'est en ligne. C'est rempli de citations de ces dirigeants du régime, ces monstres qui disent clairement qu'ils vont anéantir les Palestiniens. L'intention génocidaire était évidente. Alors, le Hezbollah est intervenu et a détourné, je ne sais pas exactement combien, peut-être la moitié ou 40% de l'armée israélienne de Gaza pour donner une chance au peuple palestinien. Et il savait très bien qu'il finirait par être pris pour cible, que le régime israélien bombarderait des habitations. Les Israéliens ont commencé à frapper des cibles civiles au Liban. Le Hezbollah, lui, n'a pas visé de maisons civiles dans le nord de la Palestine occupée, du moins au début. Ce n'est qu'après que le régime israélien a commencé à bombarder des habitations qu'ils ont riposté pour créer un effet de dissuasion. Mais ces forces ont été retirées. Et sans le Hezbollah, le régime israélien aurait envahi Gaza. Ils auraient eu bien plus de moyens pour le faire. Le rôle héroïque du Hezbollah et de ses partisans, qui rassemblent des personnes de toutes les communautés du Liban, restera à jamais dans les mémoires. Et ils en paient le prix. C'est donc la responsabilité de l'Iran de les soutenir. Et il n'y aura aucun accord avec les Américains tant que le régime israélien ne se retirera pas et ne mettra pas fin aux tueries. Quelle est la situation du détroit d'Ormuz aujourd'hui, pendant qu'on parle? Pendant la guerre, les attaques, l'attaque israélienne sur la Dahiyeh, la riposte iranienne. Puis l'Iran a déclaré que le détroit était fermé. Quelle est la situation en ce moment? J'ai lu que certains navires passent, mais ils sont très petits, vraiment très petits. Il faut que je précise une chose. Parfois, on lit dans les médias occidentaux que des navires traversent le détroit d'Ormuz discrètement, avec l'aide des Américains. C'est complètement faux. Aucun navire ne passe sans le consentement de l'Iran.
Le New York Times, le Wall Street Journal et d'autres mentent à ce sujet. Mais il leur suffirait de nommer ces navires. Si ces navires étaient dans le golfe Persique, on saurait très bien lesquels. Et s'ils n'y sont plus, c'est clair qui ils sont. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est dire ce navire, ce navire, ce navire. Avec ces marchandises, ils sont maintenant à tel endroit. Les seuls bateaux qui passent sont ceux qu'ils font avec la coordination de l'Iran. Et bien sûr, ils doivent payer des frais. Mais ces navires ne sont pas nommés par l'Iran parce qu'ils ne veulent pas attirer l'attention. Vous voyez, les Américains les menacent de sanctions. Donc ils paient des frais, les Iraniens n'en parlent pas trop, et les bateaux passent, mais ils payent. Ce commerce est contrôlé par l'Iran. Ils ont gardé le détroit fermé pendant plusieurs jours, mais je crois qu'ils ont laissé passer quelques navires ce matin ou hier soir. Je ne sais pas combien, mais c'est l'Iran qui contrôle le détroit. Netanyahou a dit « Nous avons attaqué l'Iran parce qu'il voulait nous attaquer avec des armes nucléaires. » C'est quoi ça? J'ai été choqué quand j'ai entendu ça. Pourquoi? Pourquoi être choqué? Il ne faut jamais être surpris par Netanyahou. Parce que si quelqu'un devait nous attaquer avec des armes nucléaires, quand on a ce genre de politique, quand on a ce type de stratégie dans son arsenal, c'est-à-dire qu'on est prêt à frapper d'autres pays avec des armes nucléaires, eh bien personne n'a jamais menacé Israël d'une attaque nucléaire. Mais tu te souviens, il y a juste quelques semaines, Trump, il y avait ses gamins avec lui, et il leur disait que les Iraniens allaient utiliser des armes nucléaires contre nous, et tout ça. À ses enfants quand même. Franchement, on a affaire à des gens sans aucune morale, sans aucune honnêteté. Les médias occidentaux, eux non plus, n'ont aucune morale, aucun sens de l'honneur. Je veux dire, les médias occidentaux auraient pu les tourner en ridicule, les attaquer. Mais non. Mais non, ils ne parlent même pas du génocide. Quand des nourrissons sont tués en Cisjordanie, ils n'en parlent pas. Quand des familles sont brûlées vives à Gaza, ils ne disent rien. Quand des immeubles sont rasés au Liban, s'ils en parlent, ils diront que c'était une cible du Hezbollah. Ils peuvent raser Beyrouth entière, et ils diront encore que c'était des cibles du Hezbollah. Voilà, c'est ça l'Occident. Ils n'ont aucune exigence, aucune attente. Ils peuvent dire les mensonges les plus énormes, et pourtant, une partie de la population occidentale les croira. Mais je pense que la plupart des gens en Occident se sont réveillés. Ils ont commis une erreur grave avec ce génocide, parce qu'un peu partout dans le monde, les gens ont ouvert les yeux. Et même en Occident, malgré l'énorme propagande, les gens se réveillent. Chaque jour de génocide, chaque jour de comportement criminel ne fait qu'ancrer davantage cette colère et réveiller encore plus de monde. Je pense qu'à ce stade, tout le monde sait à quel point le Hezbollah est puissant et sérieux, que ce soit pour attaquer ou pour défendre le Liban. Mais la vraie question, celle sur laquelle beaucoup de gens doutent, c'est de savoir si ça va continuer, compte tenu de ce qui se passe avec le gouvernement libanais. Est-ce que le gouvernement va se retourner contre le Hezbollah? Ou bien, est-ce qu'on risque de voir une forme de guerre civile au Liban qui affaiblirait le Hezbollah dans le cadre d'une stratégie contre Israël? Ce sont, à mon avis, des questions importantes liées à ce qui se passe dans le sud du Liban et à ce retrait total des Israéliens du territoire libanais. Alors, comment voyez-vous les choses? Comment percevez-vous la situation interne du Liban, au sein même de la société libanaise? Eh bien, je pense que les gens au Liban voient la réalité. Je veux dire, il y a ce groupe qui reste attaché à l'Occident et à ces régimes qui diffusent une idéologie takfiri. Avec eux, on ne peut rien faire. Ils mentent, ils fabriquent de faux récits et ils continueront toujours à le faire.
On voit ça partout. Donc cela, c'est sans espoir. Ces gens-là sont perdus, mais la plupart des Libanais comprennent ce qui se passe. Ils ont vu, par exemple, le gouvernement libanais négocier avec les États-Unis, puis le président libanais insulter l'Iran et la résistance. Et il est clair qu'il déteste les habitants du Sud et qu'il déteste aussi les gens de la banlieue sud de Beyrouth. Et il voudrait les voir humiliés et brisés. C'est pour ça qu'il bloque l'aide. C'est pour ça qu'il ne les laisse pas circuler librement dans leur propre pays, qu'il les empêche d'aller dans d'autres quartiers, d'autres villes, d'autres villages. Beaucoup sont morts à cause de ça, parce qu'ils fuyaient le Sud et qu'il n'y avait nulle part où aller. Alors ils ont dû retourner dans leur village. Et ces villages ont été bombardés. Leurs familles entières ont été anéanties. Le Premier ministre et le Président ont donc contribué à la mort de nombreuses personnes. Des ONG occidentales, des ambassades occidentales et ces groupes takfiri financés par le Qatar et d'autres régimes liés à l'Occident. Mais la plupart des Libanais, eux, ils méprisent le régime israélien. Et les gens ont vu ce qui s'est passé. Le président du Liban, après avoir fait ses déclarations et après ses négociations illégales, parce que selon la loi libanaise, les négociations avec Israël sont illégales, eh bien juste après ça, les Israéliens ont bombardé un convoi de l'armée. Ils ont tué un lieutenant général et ses 2 compagnons, littéralement quelques heures après cette interview anti-iranienne, anti-résistance. Et à peine 1 jour et demi ou 2 jours après les négociations et l'accord entre le régime israélien, le gouvernement installé à Beyrouth et les États-Unis. Donc les gens voient bien la réalité. Les gens se réveillent, un peu comme pendant la guerre. Même si ces dictatures arabes du Golfe Persique ont diffusé et continuent de diffuser de la propagande anti-iranienne, les peuples du monde arabe soutenaient l'Iran, parce qu'ils savent que ces régimes ne sont que des marionnettes des États-Unis et que leur richesse finit dans les poches de Trump et de ceux qui lui ressemblent. Trump lui-même l'a dit, il les traite littéralement. Il a même déclaré que le prince héritier saoudien devait lui baiser les fesses, et tout le reste. Alors, les gens voient bien que ces régimes ne font rien pour le bien des Arabes de la région, ni pour leur peuple. Ils voient qu'ils sont des intermédiaires, des pions. Et ils voient aussi que le président et le premier ministre du Liban, eux aussi, sont des marionnettes. Eux aussi sont des agents. Merci. Merci beaucoup, professeur Marandi, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un vrai plaisir. Pleasure. Merci beaucoup, invité à pays. Toujours un vrai plaisir.